bienvenue dans cette nouvelle édition d'Envoyé spécial, consacrée à un sujet d'actualité qui défraye la chronique, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Mais avant, commençons par un magnéto qui recense la réaction de l'ensemble des médias du monde face à l'apparition du dangereux virus en Afrique de l'Ouest. L'alerte mondiale prend de l'ampleur face à l'épidémie qui menace toute l'Afrique de l'Ouest. Regardez, il s'agit de ce petit virus, du virus Ebola. 129 morts en une semaine, une fièvre hors de contrôle. Fox News alert now, the Ebola emergency here in America. The killer virus. Spreading much faster than efforts to contain it. Spiraling out of control. Stop admitting West Africans into America. Ebola cases in West Africa approach 9,000. Hundreds of British troops are being sent to West Africa. A small number of cases will reach the UK. We can contain it. Britain is at the forefront of preventing the spread. A message for the public. Don't worry. Comme vous avez pu le voir à travers cette compilation de journaux télévisés, le virus Ebola ne cesse de faire parler. Seulement, personne ne semble connaître la situation de l'Afrique avant cette crise sanitaire. Même, le virus Ebola semble présenté comme un phénomène nouveau, plus ravageur encore que la malaria et le sida. Nous verrons grâce à nos différents intervenants qu'il n'en est rien. Mais maintenant, sans plus attendre, recevons en plateau M. Léo Saint-Martin, expert médical de l'OMS, membre de la cellule de crise dédiée à la recherche de solutions pour arrêter la propagation du virus. Bonjour M. Saint-Martin. Bonjour. Nous allons maintenant essayer de savoir quelles sont les causes de la pandémie actuelle et ce qu'elle a de si important. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Ebola et quels sont les facteurs intrinsèques qui font de ce virus un sujet d'inquiétude? Bon, alors, Ebola déjà, c'est à ce jour un des virus les plus dangereux pour l'homme. Il y a deux raisons à cela. D'abord, son taux de létalité et puis son mode de transmission. Alors, concernant le taux de létalité moyen d'Ebola, il a varié au cours des précédentes épidémies, entre 25 et 90%. Le maximum pour un virus, c'est évidemment de 100%. Donc, le taux de létalité d'Ebola, c'est un taux élevé, mais qui ne justifie pas à lui seul l'inquiétude internationale qu'on a vue fortement autour d'Ebola. Alors, pourquoi? Simplement parce que la médecine moderne, elle permet, lorsque les patients en bénéficient pleinement, de faire chuter les taux de létalité de virus, dont le virus est Ebola, mais également de la quasi-totalité des maladies virales actuelles. Donc ce qui a créé l'inquiétude, en fait, au niveau mondial, c'est plutôt le mode de transmission de ce virus. Qu'est-ce que c'est que ce mode de transmission? C'est tout contact direct avec sang, liquide ou tissu corporel d'hommes ou d'animaux affectés, et cela qui soit malade ou mort. Donc Ebola, c'est un virus qui se transmet en plus très facilement. Pas suffisamment, c'est ça qui est intéressant, pour pouvoir générer une épidémie dans un pays développé, mais suffisamment pour que les pays en développement soient incapables de le contenir et qui finissent par contaminer quelques citoyens des pays développés. Bon, ça c'est la première partie, et puis ensuite, on a les symptômes qui posent problème. Alors ils se manifestent comment? Tout d'abord par une fièvre intense, des maux de tête et des douleurs musculaires. Ça, c'est la première partie de la maladie. Et puis, on a une deuxième phase qui arrive après, avec des vomissements, des diarrhées, des éruptions cutanées, des hémorragies internes et externes, et des insuffisances rénales et hépatiques. Donc, il est de prime abord, si vous voulez, difficile de distinguer le virus Ebola d'une autre fièvre plus bénigne, et même au cours des symptômes les plus avancés de la maladie, le virus il se confond encore avec d'autres maladies telles que le paludisme ou la méningite. D'accord. Donc, c'est un virus mortel qui se transmet très facilement et que l'on a du mal à reconnaître. Mais vous me disiez que deux éléments conjoncturels viennent aggraver la crise actuelle. Tout à fait. Alors, d'abord, il y a l'aspect des vaccins. Il n'existe à ce jour aucun vaccin homologué contre ce virus. Ebola, c'est apparu en 1976, et jusqu'à présent, ni les épidémies, ni d'éventuelles perspectives de profit n'ont justifié la mise au point de tels vaccins. Aujourd'hui, on a deux candidats qui sont à un stade évolué d'élaboration, et les gouvernements ils font pression pour réduire drastiquement les durées protocolaires des périodes de test. C'est la première grande crise, si vous voulez. Donc c'est là qu'on développe le vaccin, c'est normal. Le deuxième élément, c'est le développement du transport. Ça s'étudie très bien à travers l'évolution du commerce mondial en volume, qui a triplé depuis les années 90. Donc les gens voyagent très rapidement d'un pays à l'autre. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que les virus, ils ont une période d'incubation. C'est la durée entre le moment où l'infection a lieu et l'apparition des premiers symptômes. La période d'incubation du virus Ebola, elle est dans la moyenne virale, c'est entre 2 et 21 jours, si vous voulez. Donc c'est pas une durée particulièrement longue, mais à notre époque, ça laisse largement assez de temps à quelqu'un pour voyager d'un pays à l'autre en étant infecté sans qu'aucun symptôme ne permette de témoigner de la présence du virus. Et ça crée des difficultés importantes dans le suivi de la chaîne de transmission. C'est-à-dire, fort heureusement, un malade d'Ebola n'est pas contagieux durant la période d'incubation. C'est le point positif. Mais on a donc ces deux facteurs, d'une part l'absence de vaccins et d'autre part le développement des transports mondiaux, qui accentuent la crise actuelle. J'entends bien, mais si Ebola existe depuis 1976, pourquoi est-ce que la crise n'éclate que maintenant? Le développement des transports n'explique pas tout quand même.
Alors là, il faut comprendre que c'est pas du tout la première crise d'abord. C'est la 25e épidémie, sachant qu'elles ont toutes eu lieu en Afrique. Ensuite, il y a plusieurs virus Ebola. Il y a 5 espèces au total qui, pour plusieurs raisons différentes, sont plus ou moins génératrices de pandémies. Bon. Et la pandémie actuelle, elle a lieu avec une des 3 espèces qui ont été les plus dévastatrices. Maintenant, la vraie cause de la crise actuelle, c'est manifestement le changement climatique. Les porteurs naturels du virus Ebola, c'est des animaux qui vivent en Afrique. On soupçonne, on n'est pas sûr de quels animaux c'est précisément, mais on soupçonne des singes, des rats, d'autres animaux, et le premier suspect, c'est une espèce de chauve-souris qui vit dans toute l'Afrique de l'Ouest et du Sud. Bon, l'habitat naturel de ces animaux, c'est des zones qui sont très peu peuplées en général, c'est dans la forêt, etc. C'est pourquoi, jusqu'à présent, chaque épidémie s'est déclenchée dans des régions à faible densité de population, où le virus était facile à contenir, des petits villages isolés. Et c'est le changement climatique et la déforestation intense qui ont conduit de plus en plus d'animaux porteurs du virus à se rapprocher des villes, voire même à s'installer au cœur de certains centres-villes, comme au Libéria, Monrovia, la capitale, où on trouve des chauves-souris en plein cœur, vous baladez dans la rue, vous voyez des chauves-souris. Bon, cette situation, elle devait inévitablement conduire à une épidémie touchant de grands centres urbains, où la densité de population combinée aux insuffisances sanitaires génère une crise d'ampleur. Après, si vous rajoutez à ça que les centres urbains, c'est des lieux où se croisent les voyageurs internationaux, et bien on obtient une crise mondiale, la crise actuelle. Parfait, mais il me reste une dernière interrogation. Qu'est-ce que la crise actuelle a de si grave? Alors, là, il faut comprendre 2 choses. 1, la crise Ebola actuelle est bien plus grande que toutes les autres crises d'Ebola précédentes, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais 2, en termes de nombre de personnes contaminées et de nombre de décès, Ebola reste très loin d'être la première cause de décès dans le monde, même avec la crise actuelle. Alors d'abord, sur l'évolution d'Ebola, on est déjà sûr et certain que la pandémie actuelle a contaminé 2 fois plus de personnes que toutes les autres épidémies d'Ebola réunies. Et en termes de nombre de décès, la crise actuelle en comptabilise 1,5 fois plus que la somme de toutes les autres épidémies. Donc c'est vraiment la première grande crise mondiale d'Ebola, sans précédent. Ça c'est un fait, mais quand on analyse les dégâts causés par Ebola sur le plan sanitaire, au regard des dégâts causés par d'autres maladies, on se rend compte que c'est vraiment pas grand-chose. On est à 2423 morts d'Ebola pour la pandémie actuelle. Le sida, par exemple, qui est dans le top 10 des principales causes de mort au niveau mondial, fait environ 1,5 million de morts annuellement. Et même ça fait que 3% de la mortalité annuelle mondiale. Et on a plein de maladies qui font beaucoup plus de morts qu'Ebola, à commencer par le paludisme, les maladies diarrhéiques ou encore la fièvre de Lassa, qui est endémique en Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Donc, c'est pas le nombre de morts qui justifie la peur généralisée autour d'Ebola, simplement. Et c'est pas non plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le risque de contamination. Si vous prenez l'infection virale qui progresse le plus rapidement dans le monde aujourd'hui, c'est la dengue, avec 2,5 milliards de personnes à risque, et pourtant on n'en parle pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est endémique de régions pauvres, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, Asie du Sud-Ouest, donc il n'y a aucun risque d'épidémie, aucun, dans les pays occidentaux développés. Donc, en conclusion, si vous voulez, la raison pour laquelle on a eu une hystérie généralisée en Occident autour d'Ebola, c'est uniquement la peur de voir quelques-uns de nos citoyens contaminés, voire d'observer des sortes d'épidémies résiduelles dans certains centres hospitaliers occidentaux, donc c'est-à-dire ça se limite à, je sais pas, une dizaine de cas, pas plus. D'accord, merci pour toutes ces explications, Monsieur Saint-Martin. Maintenant, sans transition, recevons sur notre plateau une économiste de la Banque mondiale, déléguée à la Commission pour le développement de l'Afrique subsaharienne. Bonjour Madame Elvou, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Astrid Seigneur. Ma première question est la suivante. On a tendance à percevoir l'Afrique comme un continent lointain et finalement maudit. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur la situation économique de l'Afrique avant la survenance du choc Ebola ? Faites bien de le souligner Astrid, on perçoit trop souvent à tort le continent africain comme un continent en retard. Or, avant la survenance du virus, et même encore pour certains États de la zone subsaharienne, les taux de croissance sont très élevés. Par exemple, prenons en moyenne la croissance de la région, elle atteint 5,5% entre 2013 et 2014. Mais avant de vous détailler plus exactement les raisons de ce miracle économique, laissez-moi revenir un bref instant sur un léger historique de la croissance africaine. Comme nous pouvons le voir sur ce premier graphique, on peut décomposer l'histoire économique africaine de la manière suivante, en 4 périodes. Une première période de 1960 à 1974 que l'on peut appeler « Espoir pour un avenir meilleur ». Après la déclaration d'indépendance et la fin de la tutelle coloniale, beaucoup d'États africains ne rêvaient que de croissance et de prospérité. Mais les rêves deviennent rarement réalité et les résultats économiques furent réellement décevants. Effectivement, si l'on regarde attentivement, avant le premier choc pétrolier de 1974, les taux de croissance étaient encore positifs, mais très faiblement.
Par exemple, le PIB par habitant n'a expérimenté qu'une faible croissance de 1 500 $ à 2 000 $ entre 1960 et 1974. Maintenant, étudions plus attentivement une seconde période de 1974 à 2000. On peut l'appeler le temps du désenchantement. Après un plus haut historique néanmoins faible en 1974, le PIB par habitant africain a fait face à un déclin important et durable. En 2002, à titre d'exemple, le PIB par habitant africain était de 200 $ plus bas qu'en 1914, soit un déclin de près de 11% en un quart de siècle. Même si, comme on peut le voir sur le graphe, entre 1980 et 1985, les taux de croissance sont demeurés relativement stables autour de 0%, au début des années 90 néanmoins, les taux de croissance de la zone chutent brutalement de 1,5% par an. Enfin, observons une dernière période sur ce graphe, entre 1995 et aujourd'hui. C'est vraiment le retour de la croissance. Si l'on en croit le Fonds monétaire international, les taux de croissance de l'Afrique ont connu récemment une vive accélération pour atteindre 5,5% entre 2013 et 2014. Cette accélération est le reflet de l'amélioration des conditions économiques dans un grand nombre de pays, y compris dans les pays dits fragiles et à faible revenu. Comme nous pouvons le voir sur le graphique projeté à l'écran maintenant, le PIB par habitant de la zone connaît une croissance importante, voire spectaculaire depuis le début des années 2000. Merci pour cette perspective chronologique, mais pouvez-vous être plus clair en ce qui concerne la récente accélération de la croissance? Comment l'expliquez-vous? Alors il existe de multiples facteurs pouvant expliquer cette croissance sans précédent sur le continent, qui surprend avant tout par sa force, mais également par son homogénéité. Il existe tout d'abord des facteurs structurels, comme l'amélioration de l'efficacité des infrastructures, un climat d'affaires plus propice, ou encore la gigantesque fenêtre d'opportunités démographiques. Mais des facteurs plus conjoncturels sont également en cause. L'un des facteurs conjoncturels les plus importants est sans doute la crise de 2008. Cette crise sans précédent a contribué à une redéfinition des pôles de croissance et des perspectives de rendement. D'autres facteurs conjoncturels sont par exemple la mise en œuvre des politiques monétaires non conventionnelles dans les pays développés en réponse à la crise. En abaissant les taux directeurs, les banquiers centraux ont incité les investisseurs internationaux à emprunter sur les places développées pour aller investir dans des places frontières plus risquées à plus fort rendement. C'est ce qu'on appelle du carry trade et ça génère des flux spéculatifs. Un autre facteur conjoncturel en cause est également la croissance vorace des pays émergents qui a boosté à la hausse les prix des matières premières exportées par les pays d'Afrique subsaharienne. Vu l'importance des facteurs conjoncturels que vous avez mis en lumière ici, permettez-nous de douter du caractère durable de la croissance africaine. Franchement, je ne crois pas que l'afro-pessimisme devrait encore être de rigueur ici. L'Afrique a déjà réalisé de grands progrès. D'abord, sa croissance est homogène sur l'ensemble du territoire. De plus, cette croissance est plus inclusive et diversifiée que jamais auparavant. Elle n'est plus seulement basée sur les matières premières. Il suffit de prendre par exemple le passage en base 2010 du PIB nigérian. Mais d'autres indices nous prouvent que cette croissance peut être pérenne. L'inflation et l'endettement sont contenus, et les Nations Unies ont récemment salué les progrès de l'Afrique subsaharienne en matière de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Ce sont des indices suffisants, il me semble. Certes, alors selon vous, c'est bien la situation économique de l'Afrique, dans un contexte de crise économique mondiale, qui a attisé la curiosité et un intérêt croissant de la part de la communauté internationale? Effectivement, le réveil économique de l'Afrique, ainsi que le scandale géologique que peut représenter son immense dotation en matières premières, ou encore son lourd passé colonial, en font une zone d'intérêt politique stratégique. Il suffit de regarder les deux prochains graphes qui passent à l'écran. Les échanges avec les États coloniaux et l'Europe sont toujours aussi importants, mais d'autres acteurs ont fait leur apparition, comme les États-Unis, qui ont organisé pour la première fois l'été dernier un sommet afro-américain. On peut voir aussi que les BRICS, et en particulier la Chine, investissent de plus en plus en Afrique pour renforcer les logiques de partenariat sud-sud. Enfin, une dernière tendance demeure intéressante. L'intégration régionale progresse. C'est ce qu'on peut comprendre en regardant la montée des échanges intra-africains. Mais Ebola vient-il menacer ce beau tableau? Je pense vraiment que le virus Ebola peut représenter une menace pour la région, car il touche l'une des zones les plus actives économiquement et politiquement de la région, l'Afrique de l'Ouest. Si la Banque mondiale a déjà tenté d'élaborer des projections à travers différents scénarios de propagation du virus, il apparaît encore trop tôt pour moi pour se prononcer. Mais une chose est certaine, Ebola n'est pas qu'une question sanitaire. Je vous remercie Estelle Albou, c'est ainsi que s'achève notre émission. La prochaine fois, nous tenterons d'approfondir cette question d'un Ebola économique et politique.